Ah, si, le divorce, dit le mari millionnaire, regardant sa femme couler dans la rivière. Mais, si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Élodie ajusta une dernière fois son manteau devant le miroir, ses doigts tremblant légèrement, tandis qu'elle boutonnait chaque bouton avec une précision presque douloureuse. L'automne était arrivé plus froid cette année, mais ce n'était pas seulement cela qui faisait frissonner son corps. Il y avait quelque chose dans l'air, une tension palpable qui l'accompagnait depuis des semaines, depuis que Philippe, son mari, avait commencé à agir d'une manière étrangement attentionnée. 15 ans de mariage lui avaient appris à lire les signes. Les fleurs sans occasion spéciale, les dîners élaborés, les cadeaux inattendus, tout semblait une mise en scène trop parfaite pour être vrai. Philippe, le puissant homme d'affaires, connu pour sa froideur dans les affaires, n'avait jamais été un homme de démonstration spontanée d'affection. Ce matin-là, quand il suggéra une promenade dans la zone la plus reculée de leur propriété rurale, quelque chose en elle déclencha une alerte silencieuse. Élodie connaissait bien ce territoire, les hectares de forêt préservés qui s'étendaient jusqu'à la rivière, un endroit qu'elle avait toujours évité en raison de sa nature isolée. Mais aujourd'hui, pour une raison qu'elle ne pouvait expliquer, elle décida d'accepter l'invitation. Avant de quitter la chambre, ses yeux se posèrent sur la petite boîte noire cachée dans le tiroir de ses chaussettes. Le micro-enregistreur, qu'elle avait acheté quelques mois auparavant, dans un moment de paranoïa qui ne semblait plus si irrationnel maintenant. Avec des mouvements précis et silencieux, elle activa le dispositif et le cacha dans la doublure de son manteau. « Élodie, es-tu prête ?» La voix de Philippe résonna dans le couloir, apparemment décontractée, mais elle perçut une note d'impatience qui la fit frissonner. « J'arrive », répondit-elle, gardant la voix ferme tout en glissant dans sa poche une petite carte avec un numéro de téléphone. Le contact d'urgence que Sylvie, sa thérapeute, avait insisté pour qu'elle garde toujours à proximité. Le chemin jusqu'à la zone la plus dense de la propriété fut marqué par un silence pesant, interrompu seulement par le bruit de leurs pas sur les feuilles sèches et les commentaires forcément décontractés de Philippe sur la beauté du paysage. Élodie observait chaque détail, la façon dont il maintenait un rythme accéléré, toujours quelques pas devant, comme s'il la guidait vers un endroit spécifique. À mesure qu'ils s'approchèrent de la rivière, le son du courant devint plus fort, tout comme la sensation que quelque chose était sur le point de se produire. Élodie remarqua qu'elle n'avait rencontré aucun des employés du domaine pendant tout le trajet. Un dimanche étrangement vide pour une propriété qui avait habituellement une activité constante. « Te souviens-tu de la première fois que nous sommes venus ici ?» demanda Philippe, s'arrêtant soudainement près de la rive de la rivière. Son ton était presque nostalgique, mais ses yeux avaient une lueur différente, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Bien sûr », répondit Élodie, gardant ses distances, tout en faisant semblant d'admirer le paysage. « C'était juste après que nous ayons acheté le domaine. » C'est alors qu'elle remarqua du coin de l'œil un mouvement sur la rive opposée de la rivière. Une silhouette distante, partiellement cachée entre les arbres, semblait observer la scène. Pendant un moment, ses yeux rencontrèrent ceux d'une jeune fille qui se tenait à côté de ce qui semblait être son père. Il y avait aussi un chien brun à leur côté. « Tu sais, Élodie », la voix de Philippe la ramena à la réalité immédiate. « Parfois je pense à comment les choses auraient pu être différentes. » Il fit un pas vers elle, et elle recula instinctivement. « Différentes comment ?» demanda-t-elle, essayant de gagner du temps, tandis que son esprit traitait des routes d'évasion possibles. La rivière était pleine en raison des pluies récentes, son courant plus fort que la normale. Philippe s'approcha davantage, son visage prenant une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, un masque de fausse compassion qui cachait à peine quelque chose de beaucoup plus sombre. « Tu as toujours été si perspicace, n'est-ce pas? Toujours à observer, toujours attentive. Peut-être trop attentive pour ton propre bien. » Élodie sentit son sang se glacer dans ses veines. Chaque instinct de son corps hurlait danger, tandis que le micro-enregistreur dans son manteau continuait d'enregistrer silencieusement chaque mot. Sur la rive opposée, les figures mystérieuses restaient immobiles, témoins invisibles d'un moment qui changerait à jamais le cours de plusieurs vies. De l'autre côté de la rivière, Mathieu Lambert observait la scène avec des yeux entraînés par des années d'expérience en tant qu'enquêteur. À ses côtés, sa fille Sophie, 15 ans,
tenait fermement la laisse de Mocha, la labrador qui les accompagnait dans leur promenade matinale. Quelque chose dans le comportement du couple sur la rive opposée avait immédiatement attiré son attention. Le langage corporel tendu de la femme, la posture prédatrice de l'homme. « Papa », chuchota Sophie, serrant son bras. « Ce n'est pas Philippe Moreau ?» Mathieu acquiesça silencieusement. Comment pourrait-il l'oublier? Philippe Moreau, l'homme d'affaires qu'il avait enquêté des années auparavant, avant d'être écarté de son poste pour avoir tenté de dénoncer un système de corruption impliquant ses entreprises. Le même homme qui s'approchait maintenant dangereusement de sa femme au bord de la rivière. Les événements suivants se déroulèrent en quelques secondes, mais restèrent gravés dans la mémoire des observateurs comme au ralenti. La poussée, le cri étouffé, le bruit du corps plongeant dans les eaux tumultueuses. Mathieu n'hésita pas, tandis que Philippe Moreau s'éloignait précipitamment du site. Il courait déjà vers un point plus bas de la rivière, où le courant amènerait naturellement la femme. « Sophie, appelle François. Il est orange !» cria-t-il à sa fille, qui se précipita immédiatement vers la petite propriété où il vivait, Mocha sur ses talons. Le courant était fort, mais Mathieu connaissait bien cette rivière. Il savait qu'il y avait une zone plus calme à environ 200 mètres de là, où un banc de sable créait un remous naturel. C'est là qu'il réussit à atteindre la femme, qui luttait consciemment contre les eaux. Avec l'aide de François, son voisin arrivé quelques instants plus tard, Mathieu réussit à ramener Élodie sur la rive. Elle tremblait violemment, mais était consciente et étonnamment très lucide. « Vous avez tout vu ?» furent ses premiers mots entre des respirations haletantes. « Oui », répondit Mathieu, tandis que Sophie arrivait avec des serviettes et des vêtements de rechange qu'elle avait pris à la maison. Et nous ne sommes pas les seuls à savoir ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Élodie porta la main à son manteau trempé, touchant l'endroit où était caché l'enregistreur. Ses yeux rencontrèrent ceux de Mathieu, et une compréhension mutuelle passa entre eux. « Je m'appelle Mathieu Lambert », se présenta-t-il, l'aidant à se lever. « Et je crois que nous avons beaucoup à discuter. » Dans la maison simple, mais accueillante des Lambert, Élodie découvrit qu'elle n'était pas seule dans sa lutte. Mathieu expliqua son histoire, comment il avait été systématiquement discrédité et écarté de son poste en essayant d'exposer les activités illicites de Philippe Moreau. Sophie, qui accompagnait son père dans son travail depuis qu'elle était petite, avait même créé un fichier numérique avec toutes les informations qu'ils avaient pu recueillir au fil des années. « Je ne peux pas y retourner », dit Élodie, tenant la tasse de thé chaud que Sophie lui avait apportée. « Il dira que j'ai eu un accident. Il manipulera l'histoire comme il le fait toujours. »« Non, il ne le fera pas, » répondit Sophie, ses yeux brillants de détermination. « Papa, tu te souviens de ce plan que nous avons développé? Sur la façon d'exposer tout, c'est peut-être notre chance. » Mathieu regarda sa fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Sophie avait toujours été perspicace, toujours à penser en avance, mais cette fois, elle avait absolument raison. « Élodie, » dit-il, s'asseyant en face d'elle, « ce qui s'est passé aujourd'hui est terrible, mais cela peut être le début de quelque chose de plus grand, quelque chose qui va au-delà de la justice personnelle. Nous avons des informations, nous avons des preuves, et maintenant nous vous avons quelqu'un qui connaît Philippe Moreau de l'intérieur. » Élodie regarda par la fenêtre, où elle pouvait voir Mocha jouer dans le jardin, complètement inconsciente de la tension qui planait à l'intérieur de la maison. Son fils Lucas, que Philippe avait envoyé dans un internat éloigné des mois auparavant, vint à son esprit. Elle devait le protéger. Elle devait s'assurer qu'il soit en sécurité avant tout mouvement. Les jours suivants se déroulèrent dans un tourbillon d'activités méticuleusement planifiées. Dans le manoir des Moreau, Philippe orchestrait son théâtre particulier. Des interviews émouvantes pour la presse locale, des déclarations sur la disparition d'Élodie, des insinuations soigneusement plantées sur son instabilité émotionnelle. La société assistait émue au drame de l'homme d'affaires à succès à la recherche de son épouse, émotionnellement fragile. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, dans une clinique discrète en périphérie de la ville, Élodie subissait sa propre transformation. Se regardant dans le miroir, elle reconnaissait à peine la femme qui la fixait en retour. Les longs cheveux châtains avaient cédé la place à une coupe moderne et plus courte, teinte dans une nuance subtile de roux. Les lentilles de contact vertes
modifiaient la couleur naturelle de ses yeux bruns et des techniques de maquillage stratégiques modifiaient subtilement les traits de son visage. C'est incroyable comment de petits changements peuvent créer une personne complètement différente, commenta Sophie, qui accompagnait tout le processus avec fascination. L'adolescente était devenue non seulement une alliée, mais une amie inséparable, apportant des idées étonnamment matures pour quelqu'un de son âge. Claire Dubois, prononça Élodie, testant son nouveau nom. La documentation fournie par d'anciens contacts de Mathieu était impeccable. Une nouvelle identité, une nouvelle histoire de vie, tout méticuleusement construit pour résister à toute enquête. Mathieu, quant à lui, activait son réseau de contacts construit au fil des années d'enquête. D'anciens collègues de profession, des journalistes indépendants, des experts en technologie, chacun avait un rôle spécifique dans le plan qui commençait à prendre forme. Sur sa table de travail, un réseau de connexions se formait, reliant des personnes, des entreprises et des événements apparemment sans rapport à l'empire de Philippe Moreau. « J'ai trouvé un poste pour vous », annonça Mathieu lors d'une de leurs réunions stratégiques. La société Horizon, l'un des principaux fournisseurs des entreprises de Philippe, embauche une nouvelle directrice financière. Claire Dubois a toutes les qualifications nécessaires. Élodie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Elle connaissait bien la société Horizon. C'était l'une des entreprises qu'elle avait toujours soupçonné de servir de façade pour les opérations les plus obscures de Philippe. « C'est risqué », réfléchit-elle, « mais c'est exactement où nous devons être. » « Ne vous inquiétez pas », intervint Sophie, qui tapait furieusement sur son ordinateur portable. « J'ai déjà créé un système de surveillance. Tout mouvement suspect, toute recherche sur Claire Dubois sera immédiatement détectée. De plus, j'ai des backdoors dans tous les systèmes principaux de la société. » Élodie regarda l'adolescente avec admiration. Sophie avait un talent naturel pour la technologie qui rivalisait avec des hackers professionnels. Sa jeunesse était un avantage. Personne ne soupçonnerait qu'une fille de 15 ans puisse être une menace aussi sophistiquée. « Et Lucas ?» demanda Élodie, son cœur se serrant en pensant à son fils. Des nouvelles. Mathieu acquiesça, sortant une enveloppe de son dossier. L'internat où il se trouvait est pratiquement une forteresse, mais nous avons réussi à établir un canal de communication sécurisé. Il va bien, Élodie, et il est plus malin que nous ne l'imaginions. Dans l'enveloppe se trouvait une série de coupures de journaux sur la disparition d'Élodie, toutes soigneusement annotées dans les marges avec une écriture qu'elle reconnaîtrait n'importe où. Lucas faisait le lien entre les points, remettant en question le récit officiel. Dans l'une des marges, une annotation particulière attira son attention. « Pèrement, mère vivante, besoin de preuves. »« Il sait, » murmura Élodie, des larmes brillant dans ses yeux. « Mon fils sait. Et il nous aide, » ajouta Sophie, montrant l'écran de son ordinateur portable. « J'ai trouvé un modèle dans les livres qu'il a emprunté à la bibliothèque de l'internat. Ils portent tous sur la cryptographie et les codes. Il essaie d'établir une communication sécurisée. » Élodie ressentit un mélange de fierté et d'inquiétude. Lucas avait toujours été un garçon brillant, trop observateur pour son propre bien, caractéristique qui faisait de lui une cible constante des manipulations de Philippe. Maintenant, cette même intelligence pourrait être son plus grand allié. « Nous devons être extrêmement prudents », avertit Mathieu. Philippe doit déjà surveiller toute activité suspecte autour de Lucas. Un faux mouvement et « cela n'arrivera pas », interrompit Sophie avec conviction. « J'ai déjà créé un réseau de communication pratiquement indétectable. J'utilise les propres outils de surveillance de l'internat pour masquer nos messages. C'est comme une version moderne du cheval de Troie. » Élodie observa la carte que Mathieu avait étalée sur la table, une représentation visuelle de toutes les connexions et preuves qu'ils avaient rassemblées jusqu'à présent. C'était impressionnant de voir comment chaque petit détail, chaque document, chaque transaction suspecte formait un tableau plus large de corruption et de manipulation. L'immeuble de la société Horizon se dressait imposant, dans le centre financier de la ville, ses fenêtres miroitantes reflétant le ciel du matin. Claire Dubois, comme Élodie était maintenant connue, ajusta son blazer professionnel avant de franchir les portes tournantes. Sa transformation allait bien, au-delà de l'apparence physique. Chaque geste, chaque intonation de voix avait été soigneusement étudiée et répétée. « Bienvenue à Horizon, Madame Dubois », salua Antoine Vidal, le directeur financier, lui tendant la main. « Vos références sont impressionnantes.
Élodie sourit poliment, sentant le poids du micro-enregistreur caché dans sa montre bracelet, l'une des nombreuses innovations technologiques développées par Sophie. « Je suis impatiente de commencer », répondit-elle, sa voix transmettant une confiance qu'elle avait cultivée au cours des derniers mois. Son nouveau bureau était situé au 12e étage, stratégiquement positionné près des archives financières de l'entreprise. À travers sa fenêtre, elle pouvait voir l'immeuble siège des entreprises Moreau de l'autre côté de la rue. Une ironie qui n'est pas passée inaperçue. « J'ai déjà organisé les principaux rapports qui nécessitent votre attention », informa son assistante Caroline, une jeune femme qu'Élodie perçut rapidement comme étant plus observatrice qu'elle ne le paraissait. Monsieur Vidal a demandé la priorité pour l'audit du projet Aurore. Projet Aurore. Élodie connaissait bien ce nom. C'était l'un des projets qui avait toujours éveillé ses soupçons durant son mariage avec Philippe. Maintenant, ayant un accès direct aux documents, ses soupçons commençaient à se confirmer. « Tiens, Sophie, tu reçois ça », chuchota-t-elle au petit dispositif dans sa montre tout en numérisant discrètement les pages du rapport. « Haut et clair », répondit la voix de l'adolescente à travers le minuscule écouteur. « Les chiffres ne correspondent pas. Il y a d'énormes différences entre les valeurs déclarées et les coûts réels de construction. » Au cours des semaines suivantes, Élodie construisit son personnage avec une précision chirurgicale. Claire Dubois était compétente, discrète et surtout apparemment loyale envers l'entreprise. Elle participait aux réunions, offrait des suggestions précieuses et progressivement gagnait la confiance de ses supérieurs. « Impressionnant comme vous avez organisé le chaos qu'était notre comptabilité », complimenta Antoine lors d'une réunion privée. Philippe Moreau en personne a commenté les améliorations dans nos rapports. Élodie maintint son expression neutre, mais son cœur s'accéléra. « Monsieur Moreau suit nos rapports ?»« Oh oui », répondit Antoine, se servant du café. « Il est très méticuleux avec ses investissements. D'ailleurs, il viendra personnellement la semaine prochaine pour une réunion du conseil d'administration. » Ce soir-là, dans la maison des Lambert, la nouvelle suscita de l'inquiétude. « C'est très risqué », argumenta Mathieu, passant ses mains dans ses cheveux grisonnants. « S'il vous reconnaît. »« Il ne le fera pas », assura Sophie, ajustant quelque chose sur l'ordinateur. « La transformation est parfaite, et de plus, des personnes comme Philippe ne voient que ce qu'elles veulent voir. Pour lui, Élodie est hors de son chemin. Il ne s'attendrait jamais à la trouver juste sous son nez. » « Sophie a raison », convint Élodie, observant les dernières découvertes qu'ils avaient faites. « En plus, nous avons déjà suffisamment de preuves des fraudes dans le projet Aurore. Mais il se passe quelque chose de plus grand. Quelque chose lié à un nouveau projet appelé Phénix. » « Phénix » Mathieu s'approcha, intéressé. Ce nom est apparu dans certaines enquêtes anciennes, mais nous n'avons jamais pu découvrir de quoi il s'agissait. « Eh bien, maintenant, nous avons un accès interne. » sourit Élodie, sortant un dossier de son sac. « Et ce n'est pas tout. J'ai reçu un message codé de Lucas aujourd'hui. Il a trouvé quelque chose dans les archives personnelles de Philippe. » Sophie commença immédiatement à décoder le message sur son ordinateur. Ses yeux s'élargirent à mesure que les caractères commençaient à prendre sens. « C'est beaucoup plus grand que ce que nous imaginions. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Mathieu, s'approchant de l'écran. « Le projet Phénix n'est pas juste un autre projet immobilier, » expliqua Sophie, ses doigts volant sur le clavier. C'est un système élaboré de blanchiment d'argent impliquant des politiciens et des hommes d'affaires de haut rang, et Lucas a trouvé des preuves de cela dans le coffre-fort privé de Philippe. Le jour de la réunion avec Philippe arriva plus vite qu'Élodie ne l'avait espéré. Assise dans la salle de conférence de la Société Horizon, elle maintenait un calme extérieur qui masquait son cœur accéléré. Sa transformation en Claire Dubois était sur le point de faire face à son test le plus difficile. Les portes s'ouvrirent et Philippe Moreau entra dans la salle avec sa présence dominante habituelle. Élodie sentit un frisson parcourir son échine en l'observant. Il était plus mince avec des cernes prononcées sous les yeux. Le masque de veuf souffrant qu'il présentait au public semblait prendre son tribut. « Messieurs, Madame » salua Philippe, ses yeux passant brièvement sur Claire sans aucun signe de reconnaissance. Commençons par le projet Phénix. Durant la présentation, Élodie maintint ses interventions précises et professionnelles, présentant des chiffres et des analyses qu'elle savait être cruciales. À travers l'écouteur microscopique, elle pouvait entendre Sophie taper furieusement, enregistrant chaque détail de la réunion. « Excellent travail, Madame Dubois »,
complimenta Philippe à la fin, avec ce sourire qu'elle connaissait si bien, le même qu'il utilisait lorsqu'il était sur le point de faire un mouvement calculé. « J'aimerais que vous rejoigniez l'équipe principale du projet Phénix. Votre expertise sera précieuse. » Il fallut tout son autocontrôle pour ne pas montrer la tempête d'émotions que cette promotion inattendue provoqua. « Ce serait un honneur, Monsieur Moreau. » Après la réunion, dans un café discret à quelques pâtés de maison, Élodie rencontra Caroline, son assistante. Au fil des semaines, elle avait remarqué que la jeune femme n'était pas aussi loyale envers l'entreprise qu'elle le paraissait. « Le projet Phénix n'est pas ce qu'il semble, » chuchota Caroline, après s'être assurée qu'elle n'était pas observée. « Il y a des documents qui ne devraient pas exister. Et il y a plus. Valérie Torres est impliquée. » Élodie sentit son estomac se retourner en entendant ce nom. Valérie Torres, la femme avec qui Philippe entretenait une relation depuis des années, même pendant son mariage. La même qui apparaissait maintenant fréquemment à ses côtés lors d'événements sociaux, jouant le rôle de poids mis solidaire. « Continue », encouragea Élodie, activant discrètement l'enregistreur. « Valérie n'est pas seulement sa maîtresse, » poursuivit Caroline. « Elle est le pont entre le projet Phénix et un groupe d'investisseurs étrangers. Mais la semaine dernière, je l'ai entendue se disputer avec Philippe. Elle est nerveuse, elle pense que quelqu'un enquête sur les transactions internationales. » De retour à la maison des Lambert, l'information provoqua un revirement dans la planification. « Valérie est le maillon faible », observa Mathieu, organisant les nouvelles preuves sur le tableau qu'il maintenait à jour. « Si elle est nerveuse, elle peut commettre des erreurs. »« Elle en commet déjà », intervint Sophie, sans quitter des yeux son ordinateur portable. « Je viens d'accéder à ses emails personnels. Elle essaie de transférer une quantité significative d'argent sur des comptes à l'étranger. Et il y a plus. J'ai trouvé des messages d'elle à un journaliste d'investigation. » « Elle essaie de se protéger, » conclut Élodie, construisant son propre filet de sécurité pour quand tout éclatera. À ce moment, Moka, la Labrador, commença à aboyer joyeusement vers la porte. Quelques secondes plus tard, ils entendirent des coups légers, la séquence spécifique qu'ils avaient établie comme code de sécurité. C'était François, le voisin qui avait aidé au sauvetage d'Élodie. Son visage normalement calme était tendu d'excitation. « Vous devez voir ça, » dit-il, tendant une enveloppe. « L'ONG où je travaille faisait un recensement de la faune sauvage dans la rivière. Les drones ont tout capturé, y compris le jour de l'incident. » D'une main tremblante, Élodie examina les images extraites des vidéos des drones. Là se trouvait en haute résolution la séquence complète des événements de ce jour fatidique. Philippe la poussant, son corps tombant dans la rivière, la famille Lambert accourant pour la sauver. « Cela change tout, » murmura Mathieu. « Avec ces images, nous pouvons... » Il fut interrompu par Sophie qui laissa échapper une exclamation de surprise. « Message de Lucas, urgent !» Le groupe se rassembla autour de l'ordinateur où Sophie décodait rapidement le message envoyé par le fils d'Élodie. Le contenu fit retenir leur souffle à tous. Projet Phénix, pas seulement blanchiment d'argent. Trouver plan, contrat secret. Prévoit de construire complexe industriel dans réserve naturelle. L'argent des pots de vin n'est qu'une partie du plan. Valérie Torres est propriétaire caché des terres. Père soupçonne quelque chose. A augmenté sécurité à l'internat. Doit sortir d'ici. Vite. L'internat Saint-Patrick s'élevait, imposant, contre le ciel nocturne, ses murs de pierre ancienne gardant des secrets bien plus sombres que sa façade traditionnelle ne le suggérait. Sophie, assise sur le siège arrière de la voiture de Mathieu, finalisait les derniers ajustements du système de sécurité de l'école sur son ordinateur portable. « C'est prêt », annonça-t-elle, une lueur de satisfaction dans ses yeux. « Les caméras vont entrer dans une boucle de 15 minutes exactement à minuit. Le système d'alarme du 4e étage, où se trouve Lucas, sera désactivé au même moment. » Élodie, portant maintenant une perruque blonde et des lunettes, noires même la nuit, sentait son cœur battre contre sa poitrine. Après des mois sans voir son fils, elle était à quelques minutes de le retrouver. Le plan avait été méticuleusement élaboré au cours d'une semaine, depuis la réception du message urgent de Lucas. « Souvenez-vous » instruisit Mathieu, garant la voiture dans une rue latérale discrète. « Nous avons exactement 15 minutes. 1 minute de plus et les systèmes reviennent à la normale. » François, qui était dans sa propre voiture à quelques mètres devant, serait responsable de surveiller l'entrée des employés,
et de s'assurer qu'aucune patrouille de sécurité ne s'approche de la zone pendant l'opération. Moka, toujours alerte, était avec lui. Élodie et Sophie se déplacèrent silencieusement à travers les jardins de l'internat, suivant la carte détaillée que Lucas avait envoyée à travers ses codes. La jeune fille avait mémorisé chaque routine de sécurité, chaque angle mort des caméras. Là, chuchota Sophie, pointant vers une fenêtre au 4e étage. Un petit clignotement de lumière, le signal convenu avec Lucas. Utilisant des équipements d'escalade professionnels, elles réussirent à atteindre la fenêtre sans être détectées. Lucas était déjà prêt, son sac à dos contenant seulement l'essentiel et les documents les plus importants qu'il avait collectés au fil des mois. Les retrouvailles entre mère et fils furent silencieuses mais intenses. Élodie serra Lucas dans ses bras avec force, sentant les larmes brûler ses yeux en réalisant combien il avait grandi pendant ces mois de séparation. « Maman », chuchota-t-il, sa voix étranglée, « je savais que tu viendrais. » La descente fut encore plus tendue que la montée. Chaque bruit, chaque ombre semblait une menace potentielle. Quand ils atteignirent finalement le sol, Sophie vérifia sa montre. Il ne restait que 4 minutes. C'est alors que les phares d'une voiture illuminèrent le jardin. François, par le système de communication, alerta « Sécurité faisant ». Ronde non programmée, changez de route. Sophie les guida rapidement par un chemin alternatif à travers un petit bois qui entourait la propriété. Lucas, qui connaissait bien le terrain après des mois d'observation, indiqua un passage entre les arbres qui n'était pas visible des chemins principaux. Ils arrivèrent aux voitures avec seulement quelques secondes de marge. Quand les caméras revinrent à la normale, ils étaient déjà à des kilomètres de distance, Lucas en sécurité parmi eux. « Vous devez voir ça », dit le garçon, ouvrant son sac à dos dès qu'ils arrivèrent à la maison des Lambert. Il en sortit une série de documents et un petit dispositif de stockage. Ce ne sont pas seulement les terres de la réserve. Le projet Phénix fait partie de quelque chose de bien plus grand. Tandis que Sophie connectait le dispositif à son ordinateur, Lucas expliqua « Valérie Torres n'est pas seulement la propriétaire cachée des terres. Elle a des connexions avec un groupe d'hommes d'affaires internationaux. Il prévoit une série de projets illégaux dans des zones protégées à travers tout le pays. Comment as-tu obtenu ces informations ?» demanda Mathieu, impressionné par la quantité et la qualité des documents. « Philippe maintient un bureau privé dans l'internat », révéla Lucas. « Il utilise l'endroit pour des réunions qu'il ne veut pas voir tracées. J'ai réussi à installer un dispositif d'enregistrement que Sophie m'a appris à fabriquer. » Élodie observait son fils avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Lucas avait toujours été brillant, mais les derniers mois l'avaient transformé en quelqu'un d'encore plus perspicace et courageux. « Il y a autre chose », continua Lucas, hésitant. « Je pense que Valérie prévoit de trahir Philippe. J'ai trouvé des brouillons d'emails. Elle rassemble des preuves contre lui, se préparant pour quand tout éclatera. » La nouvelle de la disparition de Lucas de l'internat Saint-Patrick explosa dans les médias le lendemain matin. Élodie, regardant la couverture télévisée, depuis le salon des Lambert, observait Philippe donner une autre de ses performances émotionnelles, cette fois en tant que père dévasté qui avait perdu femme et fils en l'espace de quelques mois. « Il est bon », commenta Lucas, assis à côté de sa mère, ses yeux fixés sur l'écran où son père gesticulait pour les caméras. Mais il a commis une erreur cruciale. Il nous a tous sous-estimés. Sophie, qui tapait furieusement sur son ordinateur, laissa échapper une exclamation de triomphe. « Vous devez voir ça. Les documents que Lucas a apportés, c'est une mine d'or. » Valérie ne se préparait pas seulement sa propre protection. Elle documentait systématiquement chaque mouvement suspect de Philippe ces 5 dernières années. Mathieu s'approcha de l'écran, ajustant ses lunettes pour examiner les fichiers. C'est beaucoup plus grand que ce que nous imaginions. Le projet Phénix n'est pas seulement un projet isolé, il fait partie d'un réseau international de blanchiment, d'argent et de destruction environnementale, déguisé en développement durable. Et il y a plus, continua Sophie, ouvrant une série de tableurs. J'ai croisé les données des comptes offshore que Valérie surveille avec les informations. Qu'Élodie, Claire, a obtenues à la société Horizon. Il y a un modèle de transfert qui coïncide exactement avec les dates d'approbation de licences environnementales suspectes. Élodie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale en reconnaissant certains noms dans les tableurs.
Ces politiciens, ils étaient fréquemment dans notre maison lors de dîners et de réunions sociales. Philippe insistait toujours pour que je m'assure de bien les recevoir. Et voici pourquoi, dit Lucas, pointant vers un dossier spécifique dans son dispositif de stockage. Chaque événement social était soigneusement documenté. Photos, enregistrements, conversations apparemment décontractées, tout faisait partie d'un schéma plus large de chantage et de manipulation. À ce moment, le téléphone d'Élodie, ou plutôt de Claire, sonna. C'était Caroline, son assistante à la société Horizon. « Madame Dubois », sa voix semblait tendue. « Valérie Torres est ici au bureau. Elle exige de vous parler, immédiatement. » Élodie échangea des regards significatifs avec Mathieu et Sophie. Cette rencontre pourrait être à la fois un piège et une opportunité unique. « Gardez-la là », répondit Élodie, se dirigeant déjà vers la chambre pour se transformer à nouveau en Claire Dubois. « Je serai au bureau dans 21 minutes. »« Hein, c'est beaucoup trop risqué, » protesta Mathieu. « Valérie est plus perspicace que Philippe. Elle pourrait vous reconnaître. »« C'est exactement pour cela que je dois y aller, » répondit Élodie, appliquant le maquillage qui modifiait subtilement ses traits. Valérie est acculée. Les personnes acculées commettent des erreurs, révèlent plus qu'elles ne le souhaitent. Sophie prépara rapidement un équipement d'enregistrement encore plus sophistiqué, déguisé en un élégant ensemble de colliers et boucles d'oreilles. Chaque pièce a un microphone indépendant, expliqua-t-elle, et cette broche a une micro-caméra haute définition. Lucas serra longuement sa mère dans ses bras avant qu'elle ne parte. « Sois prudente, chuchota-t-il. Nous avons encore beaucoup à faire ensemble. » Le trajet jusqu'à la société Horizon sembla plus court que d'habitude. Dans l'ascenseur, Élodie respira profondément, ajustant sa posture pour incarner complètement Claire Dubois. Les portes s'ouvrirent au 12e étage, et là se tenait Valérie Torres, la femme qui pendant des années avait été le secret le moins bien gardé de Philippe Moreau. « Madame Dubois », salua Valérie, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Nous devons discuter de certains détails du projet Phénix qui ont attiré mon attention. » Caroline, démontrant une perspicacité admirable, organisa rapidement la salle de réunion la plus discrète de l'étage, celle que Sophie avait déjà garantie comme n'ayant pas de dispositif d'écoute autre que les siens. Les deux femmes s'assirent face à face, chacune portant ses propres secrets, ses propres agendas cachés. Ce qu'aucune d'elles ne savait, c'était que cette conversation changerait irrévocablement le cours des événements. Valérie Torres croisa élégamment les jambes, ses yeux étudiant chaque détail de Claire Dubois avec une intensité troublante. Pendant quelques instants, seul le bruit de la climatisation remplit la salle de réunion. « Vos rapports sur le projet Phénix sont intéressants, » commença Valérie, sa voix contrôlée. « Particulièrement vos observations sur les divergences dans les évaluations environnementales. » Élodie maintint son expression neutre, bien que son cœur battait rapidement. « Je n'ai fait que mon travail, Madame Torres. Des incohérences financières de cette magnitude ne pouvaient pas passer inaperçues. » « Non, elles ne le pouvaient pas, » acquiesça Valérie, un sourire énigmatique jouant sur ses lèvres. « Vous savez, il y a quelque chose chez vous qui m'intrigue, Claire. Puis-je vous appeler Claire? Vous me rappelez quelqu'un ?» Le moment de tension fut interrompu par Caroline, qui entra avec du café. Élodie remarqua comment son assistante positionnait stratégiquement les tasses, s'assurant que la caméra dans la broche capture chaque expression de Valérie. « C'est curieux, » continua Valérie après une gorgée de café. « Comment vous êtes apparu exactement quand nous avions besoin de quelqu'un, avec vos compétences spécifiques. » « Le marché financier est ainsi, » répondit Élodie gardant son calme. « Les opportunités surgissent aux moments les plus inattendus. » Comme la disparition opportune de certaines personnes, Valérie laissa la question planer dans l'air, ses yeux fixés sur Élodie. C'est alors qu'Élodie réalisa Valérie n'était pas là pour la confronter. Elle était là pour proposer une alliance. Madame Torres, Élodie se pencha légèrement en avant. Pourquoi ne laissons-nous pas les jeux de côté et ne parlons-nous pas ouvertement? Une lueur d'admiration apparut dans les yeux de Valérie. Finalement, sourit-elle, sortant une clé USB de son sac. Voici quelque chose qui pourrait vous intéresser et les personnes avec qui vous travaillez. Élodie sentit son cœur bondir. Valérie savait, ou du moins, elle soupçonnait. Le projet Phénix est compromis, continua Valérie, sa voix maintenant juste un murmure. Philippe a perdu le contrôle.
il devient négligent, paranoïaque. Les investisseurs internationaux sont nerveux. Ce n'est qu'une question de temps avant que tout ne s'effondre. Et vous voulez vous assurer que vous serez du bon côté quand cela arrivera, compléta Élodie, comprenant finalement le jeu plus grand. Valérie inclina la tête en un geste de reconnaissance. Disons que j'ai appris l'importance d'avoir un plan de contingence. Dans cette clé se trouvent toutes des preuves suffisantes pour abattre non seulement le projet Phénix, mais tout l'empire que Philippe a construit. Pourquoi me chercher? Parce que vous, Claire, Valérie mit l'accent sur le nom avec ironie, êtes la seule personne qui a déjà réussi à faire quelque chose que personne d'autre n'a réussi. Vous avez survécu à Philippe Moreau. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les deux femmes se regardèrent, des décennies de secrets, de trahison et de survie convergent en ce moment. Il n'a jamais soupçonné, continua Valérie, presque avec admiration. La transformation est impressionnante, mais j'ai côtoyé Élodie Moreau pendant des années, j'ai appris à reconnaître certains modèles. Et maintenant, demanda Élodie, sa voix ferme malgré la révélation. Maintenant, sourit Valérie, nous réécrivons la fin de cette histoire, ensemble. Parce que, contrairement à Philippe, je sais reconnaître quand il est temps de changer de camp. À travers l'écouteur microscopique, Élodie pouvait entendre la respiration excitée de Sophie, qui suivait tout depuis la maison des Lambert. La jeune fille était probablement déjà en train d'analyser le contenu de la clé USB, qu'Élodie avait discrètement connectée à un dispositif de transmission dans son sac. « J'ai juste une condition, » dit Valérie, se levant. « Quand tout éclatera, je veux des garanties que mon rôle dans l'exposition de Philippe soit reconnu. Pas par vengeance, mais par justice. » Le contenu de la clé USB de Valérie était encore plus explosif qu'il ne l'imaginait. Sophie passa toute la nuit à analyser les fichiers, son visage illuminé par la lumière bleutée de l'ordinateur, tandis qu'elle découvrait couches après couches de corruption soigneusement documentées. « C'est incroyable », murmura-t-elle, lorsque tous se réunirent le lendemain matin. Valérie n'a pas seulement gardé des registres détaillés, elle a créé un système de sauvegarde pratiquement inviolable. Chaque document a de multiples copies dispersées sur des serveurs internationaux. Et il y a plus, ajouta Lucas, qui avait aidé à l'analyse. Elle a conservé des enregistrements de toutes les réunions importantes ces 3 dernières années. Philippe n'avait aucune idée qu'il était surveillé tout le temps. Élodie observait les fichiers avec un mélange d'admiration et d'ironie. Valérie a toujours été plus intelligente que Philippe. Il la voyait seulement comme un trophée. Il ne savait pas qu'il nourrissait sa propre destruction. Mathieu, qui avait passé la matinée en contact avec son réseau de journalistes de confiance, entra dans la pièce avec des nouvelles. Le moment est parfait. La presse commence déjà à remettre en question les circonstances de la disparition d'Élodie et maintenant de Lucas. Il y a des rumeurs sur des enquêtes internationales impliquant le projet Phénix. Et Philippe commence à commettre des erreurs, compléta Caroline, qui avait rejoint le groupe après avoir décidé de collaborer pleinement avec eux. Ce matin, il a eu un accès de colère au bureau. Il a crié sur tout le monde, a accusé des fuites internes. Je ne l'ai jamais vu perdre le contrôle comme ça. Sophie projeta sur le mur une chronologie qu'elle avait créée, connectant tous les événements et preuves. C'était un réseau complexe de corruption, de manipulation et de crimes environnementaux qui s'étendait sur des années. La prochaine étape est cruciale, dit Élodie, étudiant la carte des connexions. Nous devons nous assurer que tout éclate d'une manière qui ne puisse pas être étouffée ou manipulée. J'y ai déjà pensé, répondit Sophie, ses yeux brillants avec cette intensité qui apparaissait toujours quand elle avait un plan brillant. Nous allons utiliser la propre stratégie de Philippe contre lui. La jeune fille expliqua son plan. Une présentation spéciale du projet Phénix aurait lieu la semaine suivante, avec la présence de tous les principaux investisseurs et autorités impliquées. Philippe avait organisé l'événement comme une démonstration de force, une façon de calmer les investisseurs nerveux. C'est l'opportunité parfaite, continua Sophie. Tous les impliqués seront là, y compris la presse, et j'ai un accès total au système de présentation. Mais Philippe ne permettrait jamais que Claire fasse la présentation principale, réfléchit Mathieu. Non, sourit Valérie, qui était arrivée silencieusement dans la pièce, surprenant tout le monde. Mais il va me permettre de la faire. La présence de Valérie dans la maison des Lambert causa initialement de la tension, mais elle prouva,
rapidement son engagement envers le plan. Elle apporta avec elle un dossier contenant les détails de l'événement et, plus important, la confirmation qu'elle serait la présentatrice principale. Philippe pense que je fais cela pour montrer mon engagement envers le projet, expliqua-t-elle, un sourire ironique sur les lèvres. En réalité, j'ai passé les derniers mois à construire cette position précisément pour ce moment. Le plan commença à prendre forme. Sophie créerait une présentation parallèle, mélangeant parfaitement les preuves avec le matériel officiel. Valérie conduirait le spectacle, maintenant tous les présents concentrés jusqu'au moment crucial. Claire Élodie serait présente en tant que représentante de la société Horizon, prête pour le moment de la révélation. « Mais nous avons besoin de plus », dit Lucas, qui était resté pensif. « Ça ne peut pas être seulement des documents et des chiffres. Nous avons besoin du facteur humain, quelque chose qui touche les gens. » C'est alors qu'Élodie eut une idée. Elle prit son téléphone et fit un appel. « Sylvie, c'est Élodie. Tu te souviens de cette carte avec ton numéro que tu m'as donné? Je pense que le moment est venu de l'utiliser. » Sylvie, son ancienne thérapeute, avait gardé des registres de toutes ses séances avec Élodie, documentant méthodiquement le modèle d'abus psychologique et de manipulation de Philippe. Plus important, elle avait des enregistrements des séances autorisées et documentées avec des termes de consentement. « Les gens ont besoin de comprendre comment quelqu'un comme Philippe opère, » expliqua Élodie au groupe. « Comment il détruit des vies non seulement par la corruption financière, mais par la manipulation psychologique systématique. » L'auditorium principal du centre de congrès était comble. Hommes d'affaires, politiciens, journalistes et environnementalistes, tous réunis pour ce que Philippe Moreau avait promis être la présentation définitive du projet Phénix. Sur la scène, un énorme écran affichait le logo du projet, un oiseau majestueux émergeant de flammes stylisées. Élodie, en tant que Claire Dubois, occupait sa place au premier rang, aux côtés d'autres dirigeants de la société Horizon. À travers son écouteur microscopique, elle pouvait entendre Sophie coordonner l'équipe technique infiltrée. « Tous les systèmes sont synchronisés », chuchota l'adolescente. « Chaque projecteur, chaque écran, chaque dispositif sonore est sous notre contrôle. » Philippe monta sur scène pour faire l'introduction, sa présence dominante comme toujours. « Aujourd'hui, commença-t-il, nous présenterons non seulement un projet, mais une vision d'avenir, et personne de mieux pour vous guider à travers cette vision que Valérie Torres, notre directrice des relations institutionnelles. » Valérie prit la scène avec l'élégance qui la caractérisait. Son tailleur impeccable et sa posture confiante ne montraient aucun signe de la révolution qu'elle était sur le point de déclencher. « Le projet Phénix, commença-t-elle, sa voix claire et ferme, concerne vraiment la transformation, sur des vérités émergeant des cendres des mensonges. » Dans l'audience, Élodie remarqua Philippe froncer légèrement les sourcils. Ce n'était pas l'ouverture qu'ils avaient répétée. La présentation commença normalement, avec des graphiques impressionnants et des projections optimistes. Mais peu à peu, subtilement, le ton commença à changer. Là où il y avait auparavant des chiffres maquillés, apparaissaient maintenant les valeurs réelles. Des documents falsifiés étaient présentés côte à côte avec leur version originale. « Comme vous pouvez le voir, » continuait Valérie, sa voix portant maintenant une note d'ironie, « le projet Phénix est vraiment transformateur. Il transforme l'argent public en fortune privée. Il transforme des zones de préservation en chantiers de destruction environnementale. » Philippe se leva brusquement, mais c'était trop tard. Les portes de l'auditorium furent fermées et sur les écrans latéraux commencèrent à apparaître les images des drones de l'ONG environnementale. L'attaque contre Élodie, son corps tombant dans la rivière, son sauvetage par la famille Lambert. Et il transforme, poursuivit Valérie, des vies en pièces jetables d'un jeu de pouvoir. Le chaos s'installa dans l'auditorium. Les gardes du corps personnel de Philippe tentèrent d'avancer, mais furent contenus par des agents fédéraux qui émergeaient de leur déguisement dans l'audience, partie du réseau de Mathieu qui avait été stratégiquement positionné. C'est alors qu'Élodie se leva. Avec des mouvements délibérés, elle retira la perruque, les lentilles de contact se révélant à tous les présents. Un soupir collectif parcourut l'assemblée. « Mesdames et messieurs », sa voix résonna à travers le système sonore. « Je m'appelle Élodie Moreau, et voici le vrai visage de l'homme qui a essayé de me faire taire. » Lucas, qui était positionné près d'une entrée latérale, activa le système de transmission en direct que Sophie avait préparé. En quelques secondes,
La révélation était diffusée dans tout le pays. Sur les écrans, maintenant divisés en multiples panneaux, défilaient simultanément les preuves rassemblées par Valérie, les documents trouvés par Lucas, les enregistrements des séances de thérapie, les preuves de crimes environnementaux, les preuves de corruption, une avalanche de vérités si longtemps supprimées. Philippe, acculé, tenta encore de réagir. « C'est une farce, une conspiration pour me détruire. »« Toi son nom, non, Philippe, » répondit Élodie, sa voix chargée d'une force qui la surprit elle-même. « C'est la justice, et contrairement à toi, elle ne peut être achetée ou manipulée. » Les heures qui suivirent la révélation au centre de congrès furent un tourbillon d'événements. Les chaînes de télévision interrompirent leur programmation, normale pour diffuser en direct les développements du scandale. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #AffairepHenix devenait le sujet le plus commenté du pays en quelques minutes. Élodie, maintenant complètement revenue à sa véritable identité, se trouvait au centre d'une tempête médiatique. Les journalistes se bousculaient pour obtenir ses déclarations, tandis que des équipes de reportage transmettaient en direct chaque mouvement aux alentours du centre de congrès. « Madame Moreau », criaient les reporters en chœur, « comment avez-vous réussi à survivre tout ce temps sans être découverte ?» Mais Élodie avait d'autres priorités à ce moment-là. Dans une salle réservée, loin des projecteurs, elle, Lucas et l'équipe, qui l'avaient aidée, observaient à travers des moniteurs le chaos qui s'installait dans le monde extérieur. Sophie, connectée à de multiples dispositifs, surveillait la répercussion en temps réel. « C'est impressionnant », commenta l'adolescente, ses doigts volant sur le clavier. « Les preuves sont partagées et vérifiées par des journalistes d'investigation du monde entier. Personne ne pourrait étouffer cela maintenant, même s'il essayait. » Mathieu, qui venait de revenir d'une réunion avec les autorités, apportait des nouvelles. La police nationale est déjà mobilisée. Des mandats de perquisition sont exécutés simultanément dans toutes les entreprises impliquées dans le système. Valérie, qui avait maintenu sa composure même après l'explosion des révélations, observait tout avec une expression complexe. « Vous n'avez pas idée de ce que nous venons de déclencher, » dit-elle, ses yeux fixés sur l'un des écrans qui montrait Philippe, escorté hors du bâtiment. Cela va bien au-delà d'un homme d'affaires corrompu et de son projet frauduleux. « Que veux-tu dire ?» demanda Lucas, qui ne quittait pas le côté de sa mère depuis la révélation. Valérie prit sa tablette et projeta une série de documents sur le mur. Le projet Phénix n'était que la pointe de l'iceberg. Il y a tout un réseau international opérant selon les mêmes méthodes. Hommes d'affaires, politiciens, juges, tous connectés par un système de corruption qui s'étend sur plusieurs pays. « Et tu as des preuves de tout cela ?» compléta Élodie, commençant à comprendre la véritable dimension de ce qu'ils avaient découvert. « Pourquoi penses-tu que je me suis tant préparé ?» sourit Valérie amèrement. « Je savais que lorsque nous commencerions à tirer ce fil, toute la toile commencerait à se défaire. » À ce moment, Caroline entra précipitamment dans la salle. « Vous devez voir ça !» s'exclama-t-elle, augmentant le volume d'un des téléviseurs. À l'écran, une journaliste internationale faisait une transmission en direct. Nous confirmons que les autorités d'au moins 5 pays ont déjà ouvert des enquêtes liées à l'affaire Phénix. Des documents indiquent des connexions avec des systèmes de corruption qui s'étendent sur 3 continents. Et ce n'est que le début, commenta Sophie, qui continuait à surveiller les réactions en ligne. Je vois des mouvements, dans des forums fermés, des personnes puissantes qui paniquent, essayant d'effacer des traces numériques. Trop tard, sourit Lucas, qui avait hérité de la perspicacité de sa mère. Sophie a déjà garanti que toutes les preuves soient préservées sur de multiples serveurs sécurisés. Sylvie, la thérapeute, d'Élodie, qui était arrivée discrètement après la révélation, observait son ex-patiente avec fierté. « Tu as accompli bien plus que la justice personnelle, Élodie. Tu as donné une voix à toutes les personnes qui ont été réduites au silence par des hommes comme Philippe. » En effet, sur les réseaux sociaux, commençaient à apparaître des témoignages d'autres personnes qui avaient été victimes de systèmes similaires. L'affaire inspirait une vague de dénonciations et de révélations qui promettaient de changer le paysage des entreprises du pays. François, qui était revenu d'une ronde aux alentours du centre de congrès avec Moka, apportait d'autres nouvelles. Il y a une foule qui se forme dehors. Ce ne sont pas seulement des journalistes, ce sont des gens ordinaires, des militants écologistes,
des représentants de communautés affectées par les projets de Philippe. Élodie s'approcha de la fenêtre, observant le mouvement dans les rues. C'était surréaliste de penser qu'il y a quelques mois à peine, elle était seule, luttant pour sa survie. Maintenant, elle était au centre d'une révolution qui promettait de transformer non seulement sa vie, mais celle d'innombrables autres personnes. Le lendemain matin, le lever du soleil trouva Élodie et son équipe encore en activité. La salle, qu'ils avaient transformée en centre d'opération, était maintenant couverte de papiers, d'écrans et de preuves. Sophie, qui avait refusé de dormir, continuait à coordonner la diffusion contrôlée d'informations à travers son réseau de contacts numériques. « Nous devons maintenir l'élan », expliqua l'adolescente, ses yeux fatigués mais toujours alertes. Chaque heure est cruciale pour s'assurer que l'histoire ne soit pas déformée ou minimisée. Valérie, qui venait de revenir d'une série d'entretiens avec des journalistes internationaux, apporta de nouvelles perspectives. Les répercussions ne font que commencer. J'ai reçu des contacts d'enquêteurs de 3 pays différents. Ils veulent collaborer, partager des informations sur des cas similaires dans leur juridiction. Mathieu, officiellement réintégré. Dans la task force d'enquête, coordonnait les actions avec les autorités. L'opération a été baptisée « Vérité ailée », informa-t-il, un sourire ironique aux lèvres. Apparemment, quelqu'un a le sens de l'humour. Lucas, qui avait passé la nuit à organiser et cataloguer des documents avec Caroline, fit une découverte intéressante. « Regardez ça », appela-t-il, pointant vers une série de contrats. « Il y a un modèle dans les sociétés fantômes, utilisé dans le système. Toutes ont des noms liés à la mythologie. »« Bien sûr », compléta Élodie, s'approchant pour examiner les documents. Philippe a toujours eu cette fixation sur les symboles de pouvoir. Le nom même Phénix n'a pas été choisi par hasard. Et c'est cette vanité qui l'a détruit, observa Valérie. Il était tellement convaincu de sa propre invulnérabilité qu'il n'a pas remarqué les preuves s'accumulant autour de lui. Sylvie, qui était restée pour offrir un soutien psychologique à l'équipe, remarqua quelque chose d'important. Ce que nous observons va au-delà d'une enquête criminelle. C'est un changement de paradigme dans la façon dont la société traite l'abus de pouvoir. En effet, au cours des dernières 24 heures, une transformation significative était en cours. Des groupes de soutien aux victimes de violences psychologiques et financières commençaient à s'organiser. Des écologistes et des communautés locales s'unissaient pour exiger des révisions de projets suspects. L'histoire d'Élodie était devenue un catalyseur pour un changement plus vaste. « Avez-vous vu les derniers chiffres ?» demanda Sophie, projetant des graphiques sur l'un des écrans. L'impact sur les réseaux sociaux est impressionnant. Le hashtag « Nous sommes tous Élodie » a déjà dépassé 10 millions de mentions. François, qui maintenait le contact avec des groupes d'activistes environnementaux, rapporta que des manifestations pacifiques étaient organisées devant tous les sièges des entreprises impliquées dans le système. Moka, sa fidèle compagne canine, semblait sentir l'énergie de changement dans l'air, restant toujours alerte et protectrice. « Le plus important maintenant, dit Élodie, rassemblant tout le monde autour de la table centrale, est de garantir que ce changement soit permanent. Nous ne pouvons pas laisser cela devenir juste un scandale de plus qui passera. Nous y travaillons déjà, répondit Sophie, ouvrant une nouvelle présentation sur son ordinateur portable. J'ai créé une plateforme numérique qui permet aux gens de dénoncer des cas similaires de façon sécurisée et anonyme. Chaque dénonciation est automatiquement vérifiée et croisée avec notre base de données. Et j'ai une proposition, ajouta Valérie, son expression sérieuse. Je veux utiliser ma part des ressources récupérées pour créer une fondation. Une organisation dédiée à protéger les personnes qui font face à des situations similaires à celles que tu as affrontées, Élodie. L'idée gagna rapidement du terrain. La Fondation Phénix, comme elle fut ironiquement baptisée, serait un centre de soutien, offrant une assistance juridique, psychologique et financière aux victimes d'abus de pouvoir. Plus encore, ce serait un centre de recherche et de surveillance, travaillant pour empêcher que de nouveaux systèmes similaires s'établissent. Une semaine après la révélation publique de l'affaire Phénix, Élodie se trouva face à un défi inattendu. Reconstruire non seulement sa vie, mais aider à reconstruire un système entier qui avait été exposé comme fondamentalement corrompu. La salle de réunion de la toute nouvelle fondation Phénix, installée temporairement dans la maison des Lambert, bouillonnait d'activité.
Les chiffres sont impressionnants, rapportait Sophie, qui avait naturellement assumé le rôle de directrice technologique de la Fondation, malgré son jeune âge. Nous avons déjà reçu plus de 1000 dénonciations via la plateforme numérique. Chacune d'elles est vérifiée et catégorisée. Lucas, qui travaillait côte à côte avec Sophie dans l'analyse des données, ajouta « Et le plus intéressant est le modèle qui émerge. Environ 70% des dénonciations suivent un schéma similaire à celui que nous avons vécu. Des entreprises utilisant des projets apparemment légitimes, comme façade pour des activités illégales. » Élodie observait les jeunes avec un mélange de fierté et d'inquiétude. En quelques mois, ils avaient mûri d'une façon qu'aucune adolescence normale n'exigerait. Mais ils étaient là, transformant leur propre douleur en outil de changement. Nous devons penser au-delà des dénonciations, intervint Valérie, qui venait d'arriver d'une nouvelle série de témoignages aux autorités. La Fondation doit être proactive, pas seulement réactive. Nous devons créer des mécanismes de prévention. Mathieu, qui avait récupéré non seulement sa réputation, mais aussi sa position éminente dans le domaine de l'enquête, apporta une proposition intéressante. Que diriez-vous d'un système de certification, des entreprises qui se soumettent volontairement à des audits indépendants et à une transparence totale dans leurs projets environnementaux? Et nous pouvons utiliser la technologie blockchain pour garantir l'intégrité des données, compléta Sophie, ses yeux brillants. À cette possibilité, aucune information ne pourrait être modifiée sans laisser de traces. Caroline, qui était devenue une pièce fondamentale dans la structuration de la Fondation, arriva avec des nouvelles du monde des entreprises. Vous n'allez pas le croire, mais nous avons déjà une liste d'entreprises voulant se porter volontaires pour le programme de certification. Le marché est en panique. Tous veulent prouver qu'ils sont différents de Philippe. La mention du nom de Philippe amena un moment de silence réfléchi dans la salle. Il attendait son jugement, avec divers autres impliqués dans le système. Les preuves étaient écrasantes, mais le plus impressionnant était l'effet domino que ces actions avaient déclenché. « J'ai reçu un message intéressant aujourd'hui, » dit Élodie, brisant le silence. « De l'épouse de l'un des cadres arrêtés. Elle veut collaborer avec la Fondation, utiliser son expérience pour aider d'autres femmes qui traversent ce qu'elle a traversé. » Sylvie, qui était devenue consultante officielle de la Fondation pour les questions de santé mentale, acquiesça avec approbation. « C'est extrêmement important. La guérison vient souvent à travers l'aide aux autres. » François, qui entrait dans la salle avec Moka, apportait des nouvelles du terrain. Les communautés affectées par les projets frauduleux s'organisent. Elles veulent participer activement à la récupération des zones dégradées. Et elles doivent participer, affirma Élodie avec conviction. La Fondation ne peut pas être juste une institution de plus qui décide d'en haut ce qui est le mieux pour les gens. Nous devons créer un modèle véritablement participatif. Sophie tapait déjà furieusement sur son ordinateur portable. « Je peux créer une plateforme de participation communautaire. Quelque chose qui permette aux gens non seulement de dénoncer des problèmes, mais aussi de proposer des solutions et de suivre le développement des projets. Et nous pouvons utiliser l'expérience de Valérie en relations institutionnelles pour créer des ponts avec les organismes publics, suggéra Lucas. Garantir que les dénonciations soient effectivement enquêtées et les solutions mises en œuvre. Valérie sourit, une expression de satisfaction sincère sur son visage. Vous savez, quand j'ai commencé à documenter les activités de Philippe, c'était uniquement par autopréservation. Je n'aurais jamais imaginé que je finirais par faire partie de quelque chose comme ça, quelque chose de vraiment transformateur. Les meilleures transformations viennent, parfois des endroits les plus inattendus, commenta Sylvie, observant le groupe avec un regard clinique. Vous en êtes tous la preuve. Élodie observa la salle, maintenant débordante d'énergie et de but. Le traumatisme qu'elle avait subi, la lutte pour la survie, tout s'était transformé en quelque chose de plus grand qu'elle-même. La Fondation Phénix n'était pas seulement une organisation, c'était un mouvement de transformation sociale. La transformation de l'ancien manoir des Moreaux en siège officiel de la Fondation Phénix était chargée de symbolisme. Là où régnaient autrefois secrets et manipulations, fleurissait maintenant transparence et espoir. Élodie marchait dans les couloirs rénovés, observant comment chaque espace avait été repensé avec un objectif plus élevé. L'ancien bureau de Philippe sera le centre d'assistance psychologique.
expliqua-t-elle à un groupe de journalistes qui couvrait l'inauguration officielle. Sous la supervision du docteur Sylvie, nous offrirons un soutien gratuit aux victimes d'abus psychologiques et de manipulation. Sophie avait transformé l'ancienne salle de réunion en un centre technologique de pointe. Ici, nous surveillons en temps réel chaque dénonciation, chaque projet en cours, démontrait-elle aux visiteurs impressionnés. Toute l'information est publique et accessible, protégée par des protocoles de sécurité qui garantissent l'anonymat des dénonciateurs. Dans le jardin du manoir, où Élodie se sentait autrefois prisonnière, poussait maintenant un potager communautaire. François coordonnait un projet d'agriculture urbaine qui impliquait des familles affectées par les entreprises frauduleuses du projet Phénix. Moka, toujours présente, accompagnait joyeusement les enfants qui apprenaient la culture durable. « C'est incroyable comme la nature se rétablit quand on lui donne une chance », commenta François, montrant les premiers fruits du travail collectif. Il en va de même pour les personnes. Lucas, qui avait trouvé sa place comme pont entre différentes générations et groupes sociaux, coordonnait un programme spécial, Jeunes Gardiens, une initiative qui formait des adolescents pour être des moniteurs environnementaux dans leur communauté. Nous avons appris que la meilleure façon de prévenir la corruption est par l'éducation et l'autonomisation communautaire, expliquait-il à un groupe d'étudiants visiteurs. Chaque jeune gardien est formé pour identifier et documenter les irrégularités environnementales. Valérie, qui avait surpris tout le monde par son dévouement à la cause, dirigeait le département des relations institutionnelles avec une approche complètement nouvelle. « La transparence n'est pas seulement un joli mot », déclarait-elle, lors d'une vidéoconférence avec des partenaires internationaux. « C'est une pratique quotidienne qui doit être cultivée à tous les niveaux. » Mathieu, maintenant consultant senior d'enquête de la Fondation, avait développé un protocole innovant de vérification des dénonciations. Le protocole Phénix, comme il avait été baptisé, était adopté par des organisations similaires dans divers pays. Chaque cas que nous enquêtons nous enseigne quelque chose de nouveau, expliquait-il durant une formation, et chaque leçon est incorporée au protocole, le rendant plus efficace et complet. Caroline, qui avait découvert un talent naturel pour la gestion de projets sociaux, coordonnait l'expansion de la Fondation vers d'autres régions. Nous avons déjà des noyaux en formation dans 3 départements différents. La demande est énorme. La transformation la plus significative, cependant, était visible dans les yeux des personnes qui arrivaient à la Fondation, cherchant de l'aide et repartaient avec un espoir renouvelé. Comme Amélie, une femme d'affaires, qui avait affronté une situation similaire à celle d'Élodie. « Quand j'ai vu votre histoire à la télévision, raconta-t-elle émue, j'ai réalisé que je n'étais pas seule. J'ai trouvé la force de dénoncer mon propre cas. Aujourd'hui, en plus de reconstruire ma vie, j'aide d'autres femmes à faire de même. » Des histoires comme celle d'Amélie se multipliaient. La Fondation Phénix était devenue un phare d'espoir. Un exemple vivant de comment le cycle d'abus et de corruption pouvait être brisé quand des personnes courageuses s'unissaient pour une cause plus grande. Le plus important, réfléchissait Élodie pendant l'une des sessions d'orientation qu'elle conduisait hebdomadairement, est de comprendre que le vrai changement se produit de l'intérieur vers l'extérieur. Il commence avec une personne trouvant sa voie, sa force intérieure, et s'étend comme des ondes dans un lac. Sylvie, observant l'impact du travail de la Fondation, commentait souvent sur le pouvoir transformateur du but. Ce que nous voyons ici n'est pas seulement une guérison individuelle, mais une guérison collective. Chaque personne qui se rétablit devient un agent d'eux. Transformation pour d'autres. Le palais de justice bouillonnait d'activité en ce matin historique. 6 mois après la révélation de l'affaire Phénix, le procès de Philippe Moreau et de ses associés commençait enfin. Devant l'imposant édifice, des centaines de personnes se rassemblaient, beaucoup portant des pancartes avec des messages de soutien à la Fondation Phénix et ses causes. Élodie, assise au premier rang du tribunal aux côtés de Lucas, ressentait une étrange sérénité. Elle n'était plus la femme terrifiée qui avait été poussée dans cette rivière. Elle était une force de transformation, soutenue par un réseau infatigable d'alliés. « Es-tu prête ?» chuchota Lucas, tenant la main de sa mère. « Plus que jamais », répondit-elle, observant Sophie, qui installait discrètement ses équipements de surveillance numérique dans la salle. L'adolescente avait développé un système spécial pour garantir que chaque moment du procès
soit correctement documenté et transmis en direct à des millions de personnes qui suivaient l'affaire. Mathieu, maintenant officiellement réintégré dans la force policière et membre de l'équipe d'accusation, organisait ses notes. L'affaire qu'il avait commencé à enquêter des années auparavant atteignait enfin son moment crucial. À ses côtés, Valérie attendait pour présenter son témoignage. Ces preuves méticuleusement collectées seraient fondamentales pour le processus. La cour est en session, annonça l'huissier de justice, et un silence expectant s'installa dans l'environnement. Philippe Moreau entra escorté, son arrogance habituelle visiblement ébranlée après des mois de détention préventive. Ses yeux parcoururent la salle, s'arrêtant un moment sur Élodie, non plus sa victime, mais son accusatrice. Le procès commença avec la présentation des preuves par le procureur. Sur l'écran principal du tribunal, Sophie coordonnait l'affichage synchronisé de documents, enregistrements et données qui formaient un réseau irréfutable de preuves. Ce que nous avons ici, commença le procureur, n'est pas seulement un cas de corruption d'entreprise, c'est un portrait détaillé de comment le pouvoir peut être utilisé pour détruire des vies, des communautés et l'environnement lui-même. Les heures suivantes furent une succession de témoignages percutants. Des employés de la société Horizon, y compris Caroline, détaillèrent le système de fraude. Des représentants de communautés affectées par les projets illégaux partagèrent des histoires de dévastation environnementale et sociale. Sylvie présenta une analyse professionnelle des modèles d'abus psychologiques identifiés non seulement dans le cas d'Élodie, mais dans divers autres liés au système. Le contrôle par la manipulation émotionnelle était un outil aussi important que la corruption financière, expliqua-t-elle au jury. François apporta le témoignage technique sur les dommages environnementaux, soutenu par des images de drones et des rapports détaillés des zones affectées. Moka, même à l'extérieur du tribunal, semblait sentir la tension du moment, se maintenant extraordinairement calme aux côtés de son maître. Quand vint le tour d'Élodie de témoigner, la salle était électriquement chargée d'émotions. Elle marcha jusqu'au banc des témoins avec la même détermination qu'il avait maintenue en vie durant tous ces mois de lutte. « Madame Moreau, » commença le procureur, « pouvez-vous nous raconter les événements qui vous ont amené à découvrir la véritable portée des activités de l'accusé ?» Élodie respira profondément et commença son récit. Sa voix, ferme et claire, résonnait dans la salle, tandis qu'elle décrivait non seulement les événements de ce jour fatidique à la rivière, mais tout le contexte de manipulation et d'abus qui l'avait précédé. « Ce qui m'est arrivé, conclut-elle, regardant directement les jurés, était terrible. Mais ce que nous avons découvert après était encore pire. Cette affaire ne concerne pas une vengeance personnelle. Il s'agit de justice pour toutes les victimes, visibles et invisibles, de ce système de corruption. » Valérie fut la dernière à témoigner. Son témoignage méticuleusement préparé connecta tous les points, démontrant comment chaque preuve s'intégrait dans un tableau plus vaste de corruption systémique. « Pendant des années, déclara-t-elle, j'ai fait partie de ce système. Aujourd'hui, je suis ici pour garantir qu'il soit complètement exposé et démantelé. » À l'extérieur du tribunal, la foule suivait chaque moment sur des écrans géants installés par l'équipe de la Fondation. Sophie avait veillé à ce que la transmission atteigne même les communautés les plus éloignées, affectées par l'affaire. « C'est plus qu'un procès », commenta Lucas à un groupe de jeunes activistes qui l'accompagnaient. « C'est un moment de reddition de comptes collective. » Le 10e jour du procès se leva avec une atmosphère chargée d'attente. La phase de présentation des preuves et des témoignages était terminée, et le jury était prêt à annoncer sa décision. Les rues autour du palais de justice étaient encore plus bondées que le premier jour, avec des personnes de tous les coins du pays qui avaient voyagé pour témoigner personnellement de ce moment historique. À l'intérieur du tribunal, Élodie était assise entre Lucas et Sophie, qui continuaient à surveiller la transmission en direct du procès. Mathieu, de l'autre côté de l'allée, échangeait de dernières impressions avec l'équipe du procureur. Valérie maintenait sa posture élégante, mais ses doigts, tambourinant discrètement sur le banc, révélaient sa tension intérieure. « Le jury est parvenu à une décision », annonça le juge, et le silence qui suivit fut presque palpable. Philippe Moreau se leva. Sa figure autrefois imposante semblait maintenant plus petite, consumée par les mois de détention préventive et par le poids des preuves présentées contre lui. Ses avocats, qui avaient tenté inlassablement de discréditer les preuves et témoignages,
maintenait des expressions tendues. Le porte-parole du jury se leva, tenant le document avec le verdict. Sophie ajusta discrètement son équipement, garantissant que chaque mot soit capté avec clarté pour les millions de spectateurs qui suivaient en ligne. Concernant les accusations de tentative d'homicide contre Élodie Moreau, le jury considère l'accusé Philippe Moreau coupable. Une vague de chuchotements parcourut la salle, rapidement réduite au silence par le juge. Concernant les accusations de corruption active, blanchiment d'argent et crimes environnementaux, coupable. Chaque déclaration de culpabilité était comme une brique retirée du mur d'impunité que Philippe avait construit autour de lui. Lucas serra la main de sa mère avec force, tandis que Sophie essuyait discrètement une larme. Le juge prit la parole pour la sentence. Philippe Moreau, vos crimes n'ont pas seulement été contre des individus, mais contre la société, dans son ensemble. En plus des peines prévues pour chaque crime, je détermine que tous les biens et ressources liés au système soient confisqués et reversés à un fonds de réparation pour les victimes et de récupération environnementale qui sera administré par la Fondation Phoenix. À l'extérieur, la foule explosa en célébration. François, qui suivait tout avec Moka à ses côtés, vit des personnes s'embrassant, pleurant, célébrant une victoire qui semblait représenter bien plus qu'une simple affaire judiciaire. Valérie s'approcha d'Élodie après le verdict. « Nous avons réussi », dit-elle simplement, sa voix chargée d'émotions contenues. « Non », répondit Élodie, regardant autour d'elle son équipe, sa famille choisie. « Nous avons réussi ensemble. Et ce n'est que le début. » Sylvie, qui avait suivi tout le processus, observa « Le véritable travail de guérison commence maintenant. Ce verdict ouvre les portes pour que beaucoup d'autres personnes cherchent justice. » Sophie était déjà sur son ordinateur, actualisant « La plateforme de la Fondation, les dénonciations augmentent exponentiellement depuis l'annonce du verdict. Des personnes de tout le pays se sentent encouragées à parler. Et nous serons là pour les écouter, » affirma Lucas, qui avait grandi et mûri tant au cours de ce voyage. Pour les soutenir comme nous avons été soutenus. Caroline, qui était devenue une pièce fondamentale dans la structure de la Fondation, organisait déjà les prochaines actions. Nous avons des réunions prévues avec 3 grandes entreprises qui veulent implémenter notre programme de transparence d'entreprise. Mathieu, après des années de lutte pour la justice, s'autorisa un moment de satisfaction. C'est plus qu'une victoire judiciaire, c'est un changement de paradigme, une démonstration que le système peut fonctionner quand des personnes courageuses s'unissent pour la vérité. 1 an après le procès historique, la Fondation Phoenix s'était transformée en un symbole international de lutte contre la corruption d'entreprise et de défense de l'environnement. L'ancien bureau de Philippe, maintenant transformé en un espace accueillant et lumineux, bouillonnait de l'énergie d'une réunion importante. Des représentants de fondations similaires de 5 pays différents étaient venus pour apprendre sur le modèle Phoenix de lutte contre la corruption. Le différentiel de notre approche, expliquait Élodie aux visiteurs, est l'intégration entre technologie, soutien psychologique et action communautaire. Nous ne traitons pas seulement les symptômes, mais les racines du problème. Sophie, maintenant âgée de 16 ans et reconnue internationalement comme l'une des jeunes programmeuses les plus influentes de sa génération, démontrait la dernière mise à jour de la plateforme de dénonciation. Le système possède maintenant une intelligence artificielle qui identifie des modèles de comportement suspects avant même que les systèmes de corruption ne se consolident, expliquait-elle, ses yeux brillants avec l'enthousiasme caractéristique. Lucas, qui avait trouvé sa vocation à l'interface entre droit environnemental et technologie, coordonnait un projet révolutionnaire. Les jeunes gardiens sont maintenant présents dans plus de 50 villes. Chaque membre est formé non seulement pour identifier des irrégularités, mais pour mobiliser leur communauté de façon effective. Valérie, qui avait surpris tout le monde en devenant l'une des principales activistes anticorruption du pays, venait de revenir d'une série de conférences internationales. Le plus gratifiant, partagea-t-elle durant une pause, est de voir comment notre histoire inspire d'autres personnes à rompre le cycle de complicité avec des systèmes corrompus. Mathieu, maintenant directeur d'une task force internationale de lutte contre les crimes environnementaux, apportait des nouvelles encourageantes. 3 autres pays ont déjà adopté officiellement le protocole Phoenix dans leurs enquêtes. Les résultats préliminaires sont impressionnants.
La transformation la plus significative, cependant, était visible dans les petits détails du quotidien. Dans le potager communautaire, maintenant un projet modèle d'agriculture urbaine, François orientait un groupe d'enfants sur la culture durable. Moka, plus âgé mais toujours énergique, supervisait tout avec son regard attentif. Chaque graine plantée ici, expliquait François aux petits apprentis, est un symbole de renouveau. Tout comme la nature se régénère, nous pouvons aussi reconstruire ce qui a été détruit. Sylvie, qui avait étendu le programme de soutien psychologique pour assister les victimes de tout le pays, observait avec satisfaction l'impact du travail. Le traumatisme peut être transformateur quand nous trouvons un but plus grand que nous-mêmes. Caroline, maintenant directrice exécutive de la Fondation, coordonnait l'expansion internationale des opérations. Nous avons des demandes de partenariat venant de tous les continents. Le monde réalise que transparence et justice sociale ne sont pas seulement des idéaux, ce sont des nécessités urgentes. Dans son nouveau bureau, Élodie contemplait un mur couvert de photographies, visages souriants de personnes qui avaient retrouvé force et espoir à travers la Fondation. Parmi elles, se détachait une image spéciale. La famille Lambert réunie le jour du sauvetage, un moment qui avait changé non seulement sa vie, mais celle d'innombrables autres personnes. Parfois, réfléchit-elle durant une session, de mentorat avec de nouveaux membres de l'équipe, nous devons tout perdre pour trouver notre véritable force. Ce qui semble être notre fin peut n'être que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. L'après-midi apporta une surprise émouvante, la confirmation que le programme Phoenix de transparence d'entreprise serait implémenté comme exigence obligatoire pour les entreprises souhaitant participer aux appels d'offres publiques dans tout le pays. Cela change tout, commenta Sophie, adaptant déjà ses algorithmes à la nouvelle échelle d'opération. Maintenant, nous pouvons prévenir la corruption avant même qu'elle ne s'installe. Lucas, qui venait de revenir d'une conférence internationale de droit environnemental, apporta une autre nouvelle impactante. L'ONU est intéressée à utiliser notre modèle comme base pour un protocole global de lutte contre la corruption d'entreprise. À la fin de cette journée, tandis que le soleil se couchait sur la ville, Élodie réunit son équipe, sa famille choisie, pour un moment de réflexion. Le groupe s'installa dans l'espace de convivialité de la Fondation, un lieu qui symbolisait parfaitement la transformation par laquelle tous étaient passés. La nuit tombait doucement sur la ville, tandis que le groupe se réunissait dans le jardin de la Fondation. L'espace, autrefois symbole d'oppression et de secret, pulsait maintenant de vie et d'espoir. Élodie observait les personnes autour d'elle, chacune d'elles partie fondamentale d'une histoire de transformation qui avait dépassé toutes les attentes. « Vous savez, commença-t-elle, sa voix chargée d'émotion, il y a exactement 1 an et demi, j'étais seule dans une chambre, planifiant comment survivre. Aujourd'hui, nous sommes ici, planifiant comment aider des milliers de personnes à transformer leurs propres histoires. » Sophie, son ordinateur portable toujours à proximité, montrait les dernières données. En ce moment, nous avons plus de 10 000 personnes bénéficiant directement des programmes de la Fondation, et ce n'est que le début. Lucas, qui avait hérité de la force et de la détermination de sa mère, ajouta « Et chaque personne aidée devient un nouvel agent de transformation. C'est un effet en cascade qui ne peut être arrêté. » Valérie, qui observait la ville à Sonsei, travers la fenêtre panoramique, réfléchit. Quand j'ai commencé à documenter les activités de Philippe, je pensais seulement à ma propre survie. Je n'aurais jamais imaginé que ces preuves deviendraient les semences d'un changement si profond. Mathieu, maintenant un homme aux cheveux complètement gris, mais aux yeux encore vibrants, sourit. C'est incroyable comme le destin travaille. Ce jour à la rivière, qui aurait dit que nous serions tous ici après tout? François, avec Moka fidèlement à ses côtés, gesticula en direction du potager communautaire. Chaque plante là-bas a une histoire. Chaque personne qui cultive cet espace réécrit sa propre narration. Sylvie, qui était devenue une figure maternelle pour toute l'équipe, observa « Le véritable pouvoir de guérison réside dans la capacité de transformer notre douleur en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. » Caroline, organisant les derniers rapports du jour, partagea « Nous avons reçu aujourd'hui 3 demandes supplémentaires d'implémentation du programme Phoenix dans d'autres pays. Notre méthodologie devient un standard global. » Le groupe fut interrompu par une notification sur le système de Sophie,
une autre dénonciation était arrivée via la plateforme. Mais cette fois, c'était différent. C'était un message de remerciement d'une femme qui, inspirée par l'histoire d'Élodie, avait trouvé la force pour reconstruire sa propre vie. Chaque message comme celui-ci, dit Élodie émue, me rappelle pourquoi nous continuons à lutter. Ce n'est pas à propos de vengeance ou de justice personnelle, c'est à propos de créer un monde où des histoires comme la mienne n'ont plus besoin de se produire. Lucas embrassa sa mère, sentant le poids et la beauté de ce moment. « Tu sais ce qui me rend le plus fier? Voir comment nous avons transformé quelque chose de si douloureux en une force de changement positif. » Sophie, toujours pratique même dans les moments les plus émouvants, projetait déjà le futur. Avec l'implémentation du nouveau système global, nous pourrons prévenir des cas similaires avant même qu'ils ne commencent. C'est comme si nous créions un système immunitaire social contre la corruption. Valérie se leva, sa posture élégante portant maintenant une nouvelle dignité. Je propose un toast, non pas à nos conquêtes, mais aux milliers de personnes qui, en ce moment, trouvent du courage à travers notre travail. Le groupe leva leur tasse de thé, une tradition qui avait commencé dans les premiers jours à la maison des Lambert, et qui continuait jusqu'à aujourd'hui. L'arôme doux se mélangeait au parfum des fleurs du jardin, créant une atmosphère de sérénité et de détermination. « À la transformation », proposa Élodie, sa voix ferme et claire, « et au courage. De toutes les personnes qui osent croire en un monde meilleur. » 2 ans après le procès qui avait tout changé, la Fondation Phoenix se préparait pour un moment historique, l'inauguration de son premier centre international d'opération situé stratégiquement dans une ville européenne. Élodie, à debout devant le miroir de son bureau, ajustait le badge portant son véritable nom. Elle n'avait plus besoin de se cacher sous des déguisements ou des identités fausses. « Es-tu prête ?» demanda Lucas, maintenant un jeune adulte étudiant le droit environnemental, entrant dans la pièce avec un sourire fier. La transmission en direct commence dans 15 minutes. Sophie, qui avait développé un système révolutionnaire de vidéoconférence pour l'événement, coordonnait les derniers ajustements techniques. Nous avons des représentants de 72 pays connectés, informa-t-elle, ses doigts dansant sur de multiples claviers. La portée est bien plus grande que ce que nous espérions. La salle de conférence principale de la Fondation, autrefois le salon de réception du manoir des Moreau, était transformée en un impressionnant hub technologique. Sur les murs, des écrans affichaient des données en temps réel de différents projets autour du monde. Chaque chiffre, chaque graphique représentait des vies transformées, des communautés renforcées, des environnements préservés. Mathieu, maintenant consultant international en investigation de crimes environnementaux, présentait les résultats les plus récents. Le protocole Phoenix a déjà été adopté par plus de 40 pays. Le taux de succès dans les enquêtes a augmenté de 300% depuis son implémentation. Valérie, qui était devenue l'une des principales voix globales dans la lutte contre la corruption d'entreprises, ajouta « Et le plus important, les entreprises changent volontairement leur pratique. La peur de l'exposition est en train d'être remplacée par un engagement authentique envers la transparence. » François, qui coordonnait maintenant un réseau international de projets de récupération environnementale, amena Moka, déjà, une dame canine pour participer au moment historique. « Elle mérite d'être ici, sourit-il. Après tout, elle a été témoin de tout depuis le premier jour. » Sylvie, dont la méthodologie de soutien psychologique aux victimes d'abus corporatifs était devenue une référence mondiale, observait le mouvement avec satisfaction. Chaque personne dans cette salle représente des centaines d'autres qui ont trouvé leur voie, leur force. Caroline, gérant des équipes sur 3 continents, partagea les dernières statistiques. Rien que cette année, plus de 50 000 personnes ont bénéficié directement de nos programmes, et le nombre continue de croître. Dans le centre de surveillance, créé et géré par Sophie, une carte mondiale montrait des points lumineux représentant chaque initiative de la Fondation. C'est comme une constellation d'espoir, commenta la jeune génie de la technologie. Chaque point de lumière est une histoire de transformation. Élodie observait tout avec un mélange de fierté et d'humilité. Sur un mur spécial de la Fondation, une galerie de photos racontait l'histoire non seulement de son parcours personnel, mais de toutes les personnes qui s'étaient unies à la cause. La première photo montrait la famille Lambert le jour du sauvetage, le moment qui avait tout changé. Parfois je me demande, réfléchit-elle,
Ce qui serait arrivé si je n'avais pas activé cet enregistreur ce jour-là, si je ne vous avais pas rencontré. Mais tu l'as activé, répondit Lucas, embrassant sa mère. Et cela a fait toute la différence. Non seulement pour nous, mais pour des milliers de personnes. La programmation de l'événement incluait un moment spécial, le lancement du Fonds Avenir, une initiative qui offrirait des bourses d'études et un soutien financier aux enfants de victimes de violences d'entreprise et environnementales. C'était une façon de garantir que le cycle de transformation continue à travers les générations. Chaque boursier, expliqua Sophie, qui avait été fondamentale dans la structuration du programme, aura accès non seulement à l'éducation formelle, mais à tout un écosystème de mentorat et de développement. Valérie, qui avait donné une partie significative de son patrimoine au fonds, ajouta « C'est notre façon de garantir que le futur soit construit par des personnes qui comprennent la valeur de l'intégrité et de la justice sociale. » La fin de l'après-midi, tandis que les derniers préparatifs pour la cérémonie d'inauguration étaient finalisés, Élodie réunit son cercle le plus proche pour un moment intime de réflexion. Dans l'ancienne bibliothèque du manoir, maintenant transformée en un espace accueillant de réunion, chacun partagea ses pensées sur le voyage qui les avait amenés jusque-là. La cérémonie d'inauguration du Centre international commença au coucher du soleil, un symbolisme intentionnel qui représentait la fin d'une ère d'ombre et le début d'une nouvelle aube. Des milliers de personnes suivaient en ligne, tandis que des représentants de divers pays se réunissaient en personne pour témoigner du moment historique. Élodie monta sur scène sous des applaudissements chaleureux, mais son cœur était focalisé sur les personnes qui l'accompagnaient, sa famille choisie, ceux qui avaient transformé une histoire de survie en un mouvement global de changement. Il y a 2 ans et demi, commença-t-elle, sa voix claire et ferme, j'étais seule dans une rivière, luttant pour ma vie. Aujourd'hui, nous sommes tous ici, luttant pour la vie de notre planète et pour la dignité de personnes que nous ne connaissons pas encore. Au premier rang, Lucas souriait fièrement aux côtés de Sophie, qui même pendant le discours continuait à surveiller la transmission globale sur sa tablette. Mathieu, Valérie, François avec Moka, Sylvie et Caroline, chacun représentant une pièce fondamentale du puzzle qui s'était transformé en quelque chose de bien plus grand que tous. La Fondation Phoenix n'est pas seulement une organisation, continua Élodie. C'est une preuve vivante que la transformation est possible, que nous pouvons transformer la douleur en but, la peur en courage et l'injustice en changement positif. Les écrans autour de l'auditorium affichaient des images de projets de la Fondation à travers le monde, communautés revitalisées, zones naturelles récupérées, personnes retrouvant leur voix et leur pouvoir. Chaque image racontait une histoire de renaissance. Mais notre travail ne fait que commencer, dit Élodie, son regard parcourant l'audience. Chaque jour apporte de nouveaux défis, de nouvelles histoires qui doivent être entendues, de nouvelles batailles qui doivent être menées. Sophie projeta alors une carte interactive montrant l'expansion planifiée de la Fondation pour les prochaines années. Nouveaux centres d'opération, programmes de formation, initiatives de préservation environnementale. Chaque point sur la carte représentait une promesse de continuité et de croissance. Le pouvoir de la transformation, continua Élodie, ne réside pas seulement dans le changement des circonstances extérieures. Il réside dans l'éveil de la force qui existe à l'intérieur de chaque personne, le courage d'affronter l'obscurité et de créer de la lumière. Lucas se leva alors, rejoignant sa mère sur scène. Ensemble, ils présentèrent la plus récente initiative de la Fondation, un programme global d'éducation qui porterait les principes de justice environnementale et sociale dans des écoles du monde entier. Parce que le véritable changement, expliqua Lucas, commence avec les nouvelles générations, avec la compréhension que chaque choix que nous faisons affecte non seulement nos vies, mais l'avenir de notre planète. Valérie, Mathieu et Sylvie les rejoignirent, chacun représentant un aspect différent du travail de la Fondation. Investigation, soutien psychologique, récupération environnementale. Sophie, même réticente à laisser ses ordinateurs, monta aussi sur scène, symbolisant le pouvoir de la technologie au service de la transformation sociale. Chaque personne sur cette scène, dit Élodie, a sa propre histoire de dépassement. Mais ensemble, nous avons découvert quelque chose de plus grand. Le pouvoir d'une communauté unie par un but.
Le soleil s'était complètement couché maintenant, mais l'auditorium brillait d'une lumière propre, l'énergie de milliers de personnes connectées par un même rêve de changement. Et pour vous qui nous regardez, conclut Élodie regardant directement les caméras, sachez que votre histoire importe aussi, que votre voix mérite d'être entendue, que vous n'êtes pas seul. L'applaudissement qui suivit